Bonjour à tous. Hier après-midi, les sénateurs ont auditionné Henri Proglio, le président d'EDF. Lors de cette rencontre, 2 points ont été abordés. L'organisation de la filière nucléaire française, mais aussi la mise en œuvre de la loi NOM. Cette loi NOM prévoit une nouvelle organisation du marché de l'électricité. C'est une obligation pour la France qui doit adapter les directives européennes en la matière. EDF, le géant français, est le premier visé par cette loi. Il va devoir céder à prix coûtant un quart de sa production nucléaire à ses concurrents tels que Poweo ou encore Direct Energy. Par ailleurs, autre évolution sensible, cette évolution devrait avoir un impact sur les prix, non seulement pour les consommateurs, mais aussi pour l'industrie. Tout de suite donc, retour à l'audition d'hier après-midi. Très bonne édition. Bien, mesdames, messieurs, chers collègues, merci de votre présence. Je voulais en votre nom accueillir le président Proglio, qui est le président directeur général d'Électricité de France. Vous dire, Monsieur le Président, au nom de mes collègues, combien il nous est agréable de vous recevoir dans le cadre de cette audition de la Commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, auquel ont été invités les sénatrices et sénateurs membres du groupe d'études sur l'énergie. Le dernier souvenir que nous avons de vous, c'est au moment où vous étiez candidat à cette présidence et où les commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ont dû donner leur avis. Et puis, bien sûr, sur la loi NOM, je vois que certains sénateurs suivent de très près tout ce qui concerne l'énergie et en particulier l'électricité. Bon, Monsieur le Président, simplement, je vais vous donner la parole pour que vous nous parliez de votre stratégie d'EDF sur le territoire national et bien sûr que vous nous parliez de la stratégie de votre groupe à l'international. Voilà, Monsieur le Président. Je pensais que c'était sur le nucléaire particulièrement. Ça le sera aussi. Ça le sera. Vous pouvez parler de tout, Monsieur le Président. En parler sans problème. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, c'est un grand honneur de vous retrouver aujourd'hui dans cette formation. Effectivement, j'avais eu l'honneur de vous rencontrer collectivement au moment de ma présentation aux fonctions que j'exerce aujourd'hui, et puis à l'occasion de la loi NOM, dont l'histoire n'est pas définitivement écrite. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Voilà, comme dit le Président, c'est une histoire sans cesse renouvelée. Bon, j'avais prévu de vous faire un propos liminaire sur la stratégie industrielle particulièrement adaptée au nucléaire, et c'était le sujet de mon propos, mais je suis tout à fait disposé à l'élargir à la stratégie d'EDF, ce que je ferai, si vous le souhaitez, très rapidement, en quelques mots, tout de suite, et puis de répondre à toutes vos questions. Sur la stratégie d'EDF. Bon. EDF est un groupe qui, au long de ses 50 ans d'histoire, a construit un leadership mondial dans son domaine de compétences, qui est celui de la gestion de services électriques. EDF est d'abord un opérateur de service public, fier de ses racines et de cette caractéristique, et qui s'est développé, au fond, dans l'ensemble des composantes du système du métier de l'énergie électrique en particulier, puisque c'était sa vocation originelle. On l'élargit actuellement à d'autres secteurs d'activité de l'énergie, bien entendu. Premier acteur mondial, fort à la fois d'une expérience acquise, fort de son expertise, fort de ses traditions, fort des qualités humaines qu'elle a su intégrer, fort de ses ambitions, et cette ambition est désormais clairement et délibérément internationale. J'ai depuis un an, presque jour pour jour, puisque j'ai rejoint le groupe le 25 novembre 2009,
déjà essayé d'identifier et de structurer une stratégie qui se veut professionnelle et industrielle et que je résumerai de la manière simple qui est la suivante. D'abord, les piliers du groupe doivent être constitués autour des grands axes industriels de l'expertise du groupe. Et cette expertise, elle tient à 3 grands domaines d'activité qui sont l'amont du cycle, c'est-à-dire en fait la production, sous toutes ses formes, qu'il s'agisse du nucléaire, qu'il s'agisse de l'hydraulique, qu'il s'agisse du thermique, qu'il s'agisse des énergies renouvelables, l'amont du cycle. Et j'ai donc décidé d'identifier clairement ce pilier et d'en faire un métier mondial, dont l'expertise doit rayonner tout autour du monde et dont le savoir-faire a vocation à être clairement international. J'en ai confié la responsabilité à Hervé Macheneau, qui est ici derrière moi, qui est le patron de la production et qui regroupe donc l'ensemble des composants du groupe, et notamment la filière nucléaire. Le deuxième de ces piliers, c'est l'aval du cycle, beaucoup moins connu, en tout cas à l'international, ou moins identifié. C'est-à-dire ce qui s'appelle dans le jargon interne de la maison EDF, l'optimisation. Comment, à partir d'infrastructures existantes, de production, de transport, de distribution, est-ce qu'on optimise l'ensemble de ces infrastructures très lourdement capitalistiques pour faire en sorte d'optimiser les investissements nécessaires, de faire en sorte d'optimiser le service à partir des infrastructures existantes. S'y ajoute le commerce, c'est-à-dire la gestion des services clients, et puis le trading, c'est-à-dire au fond l'optimisation de l'alimentation en matières premières. C'est l'aval du cycle. Et cet aval du cycle, s'y ajoute une 4e composante assez étrange pour si on ne prend pas, je dirais clairement, la mesure de son importance, c'est la tarification, la gestion des tarifs. Comment faire en sorte que à ISO, infrastructure de production, de distribution et de transport, à équivalence de capacité de l'outil, est-ce qu'on permet l'accès à tous au travers d'une gestion tarifaire intelligente ou adaptée, donc l'accessibilité d'un service public essentiel qui est l'électricité. Et cette gestion tarifaire, à laquelle vous êtes très accoutumés, que les Français perçoivent moyennement bien parce qu'elle est assez complexe, est un des éléments formidablement importants de l'accessibilité du service et de la qualité du service offert. Et c'est donc une véritable expertise qu'a développé le groupe au cours des 50 dernières années. C'est une expertise rare qui est souvent sollicitée par beaucoup de pays à l'international. Donc l'aval du cycle. Et puis entre les deux, les réseaux, transport et distribution. Et ces réseaux deviennent de plus en plus sophistiqués au point qu'on les appelle les réseaux intelligents. Bon, non pas que les réseaux d'hier étaient idiots, mais enfin, ceux d'aujourd'hui ont à intégrer une valeur ajoutée supplémentaire qui est la dimension des nouvelles technologies dans l'interactivité des réseaux. 3e pilier industriel du groupe. Et donc c'est sur ces 3 piliers que reposent les 3 grands axes de développement du groupe qui ont vocation à être internationaux. Soit de façon univoque, c'est-à-dire qu'on peut travailler à l'international dans l'amont du cycle, on peut travailler à l'international dans l'aval du cycle, on peut travailler à l'international dans les réseaux, on peut tout autant connecter l'ensemble pour créer le service intégré d'une efficacité absolue et qui est, je crois, l'idéal de ce qu'on peut offrir comme système. Mais les uns et les autres ont chacune de ces composantes, chacun de ces piliers a vocation à avoir une dimension internationale. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai dit que j'avais confié l'amont du cycle, la production, un grand professionnel, un grand industriel et quelqu'un qui avait une grande habitude de l'international pour avoir passé l'essentiel de sa vie professionnelle à défendre les couleurs de la France ailleurs, et notamment en Chine, où il a passé 15 ans à peu près. Il est encore en temps partiel, mais enfin il est ici. J'ai confié l'aval du cycle, donc l'optimisation et le commerce, à un grand professionnel aussi, Pierre Lederer, qui a, lui, passé 11 ans de sa vie à construire la dimension de l'énergie dans ses nouvelles composantes en Allemagne. Et j'ai confié les réseaux, la distribution en tout cas, à Michel Bellon, et qui est également un grand professionnel. 3 piliers, 3 dimensions internationales, une vision ambitieuse du développement international du groupe et bien sûr de l'optimisation du service
dans notre pays au travers des activités de production, de distribution, qui sont des activités concessives, et des activités d'optimisation, de trading et du commerce. J'aurai l'occasion, si vous le souhaitez, de revenir ensuite sur cette dimension internationale. Alors, la vocation internationale du groupe est absolument évidente, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui concevoir EDF comme étant un groupe de dimension, un leader mondial, sans avoir la perspective de porter la conquête internationale en priorité, sans jamais oublier ni nos origines, ni les ambitions légitimes dont notre France revendique les mérites, c'est-à-dire au fond le meilleur service qui soit dans le domaine de l'électricité au service de la nation. En ce qui concerne le rayonnement international, évidemment, il faudra rentrer un peu plus, si vous le souhaitez, dans l'analyse et la projection, parce qu'évidemment, l'ambition de l'amont du cycle, c'est-à-dire la conception-construction d'unités de production n'a pas le même horizon géographique que la gestion de réseaux de distribution et pas la même ne se superpose pas exactement avec les développements prévisibles du groupe, en tout cas à court terme dans le domaine des services de l'aval. Pour autant, l'international constitue déjà 45% du chiffre d'affaires du groupe, a vocation à être totalement dominant dans les 3 à 5 ans qui viennent, en chiffre d'affaires et en résultat. Nous sommes aujourd'hui très présents en Europe, notamment, évidemment, en dehors de la France, en Grande-Bretagne, où nous sommes le premier opérateur britannique. En Italie, où nous sommes le deuxième opérateur. En Europe centrale, nous étions en Allemagne avant la récente évolution, sur laquelle je suis tout à fait disposé à revenir. Et nous avons vocation à considérer le territoire européen comme le marché domestique. Nous sommes le deuxième opérateur belge, etc. Enfin, on pourra revenir plus dans le détail. Nous sommes présents en Suisse. Encore une fois, l'Europe, c'est le marché domestique d'EDF. Nous sommes également très présents en Asie, avec une forte présence en Chine. Nous avons accompagné la construction du programme nucléaire chinois depuis maintenant 20 ans. Et nous sommes les partenaires du programme nucléaire chinois, qui est le plus grand programme nucléaire en cours de construction dans le monde. Nous sommes présents en Amérique du Nord, comme vous le savez, et nous avons une présence qui se confirme au Moyen-Orient, avec des développements prévus également en Afrique et dans d'autres horizons géographiques, y compris l'Amérique latine. Voilà ce qu'est la présence actuelle, mais encore une fois, c'est une vision très 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 rapide. Je reviens du Laos, où nous avons inauguré la semaine dernière le barrage de Nam Ton, qui est probablement la plus belle réalisation en matière d'hydroélectricité qui existe actuellement dans le monde. Un grand barrage, 1300 MW de production électrique, qui à lui tout seul représente un taux de croissance du PIB du Laos de 3% prévu dès l'année 2011. C'est, je pense, la plus belle référence en matière de développement durable qui puisse exister actuellement en matière énergétique dans le monde. Mais sans doute aurez-vous l'occasion soit de le visiter, soit de poser toutes les questions que vous souhaitez à cet égard. Je reviens sur le sujet auquel je voulais dont je voulais vous dire quelques mots, qui est le nucléaire, avant de évidemment me prêter à vos questions. EDF est, comme je viens de le dire, le premier exploitant nucléaire au monde, et de très loin. On le sait bien sûr, mais on oublie à quel point cette position est exceptionnelle, puisque notre capacité nucléaire, principalement en France et au Royaume-Uni, représente 74 gigawatts, soit près de 3 fois celle du deuxième exploitant mondial, qui est le russe, Rosenergy Atom, 5 fois celle du premier exploitant nucléaire américain, ou encore plus près de nous, 12 fois celle du belge Electrabel, filiale de GDF Suez. C'est cela qui fait que nous sommes attendus et reconnus partout dans le monde. Sur la filière pressurisée et sur le seul territoire français, nous disposons d'un retour d'expérience d'exploitation de 1450 années réacteurs. Aucun autre acteur dans le monde ne dispose d'une telle expérience, et bien évidemment, pas les constructeurs. EDF n'est pas seulement exploitant, il est aussi le concepteur de ces centrales. Portant les missions d'architecte ensemblier, son ingénierie conçoit, passe les contrats de fabrication, supervise le montage sur site.
Cette complémentarité entre exploitation et ingénierie est tout à fait essentielle. Elle est le fondement même de notre stratégie. Elle est au cœur du succès historique du nucléaire français. Elle seule permet de maîtriser pleinement la complexité de la technologie du nucléaire. Ou pour dire les choses plus simplement, on exploite bien ce qu'on a construit et on construit mieux à partir de ce qu'on a déjà exploité. C'est ainsi, par exemple, que nous avons construit nos 58 réacteurs ou tranches PWR en France, palier après palier, tranche après tranche, en capitalisant à chaque fois sur le retour d'expérience de la construction, puis de l'exploitation. C'est aussi comme cela qu'EDF a procédé pour ses premiers développements nucléaires à l'international, de la première tranche nucléaire construite en Chine, à Daya Bay, à la fin des années 80, qui était l'exacte réplique de la dernière et plus aboutie de nos tranches de 900 MW, celle de Gravelines 6, près de Dunkerque. C'est ainsi que procèdent aujourd'hui les 3 autres grandes industries nucléaires subsistant dans le monde, les Coréens, les Russes et les Chinois. Et c'est donc ainsi qu'il nous faut poursuivre aujourd'hui notre développement à l'échelle internationale. Entendons-nous, les Coréens, les Russes et les Chinois n'ont pas besoin de nous pour construire des centrales nucléaires chez eux ou dans le monde. Ils disposent d'une ingénierie performante, d'un tissu industriel, de marchés sans aucune mesure avec les marchés occidentaux, au moins pour la Chine, de capitaux à employer pour certains d'entre eux, et la Chine en particulier. La seule chose dont ne disposent pas encore la Corée et la Chine, c'est justement le retour d'expérience de l'exploitation. Il se trouve qu'EDF dispose de cet atout considérable, du moins sur la filière à eau pressurisée. C'est la raison pour laquelle EDF a vocation à injecter son retour d'expérience dans les programmes nucléaires où le groupe est attendu, et en contrepartie, à enrichir son propre retour d'expérience de construction puis d'exploitation à partir des projets qui constituent le nucléaire de demain. Ce nouveau retour d'expérience est essentiel pour prétendre continuer à être un acteur de référence dans le monde. L'objectif d'EDF et de l'industrie française ne peut cependant, bien sûr, consister à inonder le marché du nucléaire mondial. Nous n'en avons ni la capacité financière, ni la capacité industrielle. EDF n'a pas les moyens de financer ses propres investissements en France, j'aurai l'occasion d'y revenir, ni Areva la capacité de remplacer l'ensemble de nos générateurs de vapeur sur le parc existant. Comment EDF pourrait-il alors financer les 100 à 200 milliards d'euros du programme nucléaire mondial ou Areva construire les équipements correspondants? Alors soyons réalistes, sur une 50aine de réacteurs nucléaires en construction dans le monde, d'ailleurs pour l'essentiel en Asie et en Russie, la France n'est partie prenante que dans 4 EPR, Kyoto, Flamanville 3 et les 2 tranches de Taishan en Chine. Ainsi, notre proposition est-elle différente, adaptée et adaptable à la diversité des situations. D'accompagner les pays et les acteurs qui font le choix du nucléaire et qui, bien sûr, le font dans le cadre des organisations et standards internationaux, au travers d'un système d'alliances modulables. Notre rôle doit être en effet avant tout industriel. Notre vocation n'est pas d'apporter des capitaux, que d'ailleurs nous n'avons pas, mais d'apporter notre expérience, notre expertise. S'agissant du financement, la France et l'Europe devraient, me semble-t-il, réfléchir à la constitution d'organes de financement adaptés à la construction du nucléaire dans le monde. Les Américains savent se doter de tels outils quand il s'agit d'exporter leur propre industrie. Nous avons réussi à emprunter des capitaux chinois pour le chantier de Taishan, mais cela constitue à l'évidence une exception, et le financement bancaire d'un projet nucléaire reste une difficulté majeure. Pourquoi ne pas y réfléchir et imaginer un dispositif financier capable d'appuyer notre industrie nucléaire? Pour accompagner les pays et les acteurs qui font le choix du nucléaire aujourd'hui, pour apporter notre expérience industrielle à d'autres électriciens, nous pouvons endosser par exemple le rôle d'assistant à maîtrise d'ouvrage, comme nous l'avons fait en Chine à Daya Bay. Ce rôle doit être initié très en amont des projets. Nous pouvons alors, dans la phase de préfaisabilité, apporter du conseil sur des sujets aussi variés que le cadre réglementaire, permettant de sécuriser l'investisseur et l'ensemble des parties prenantes, les sites pouvant héberger une centrale nucléaire, les conditions socio-économiques de son acceptation locale, la sécurisation de la déconstruction et du stockage ultime de ces déchets, son intégration dans le réseau électrique, la qualification de ses ressources humaines, etc. Notre connaissance et celle de l'exploitant et de l'investisseur
dont ne dispose aucun constructeur. Nous jouons ce rôle en Italie avec Enel, en Pologne avec PGE, après avoir joué dans une moindre mesure ce même rôle au Royaume-Uni. Ce rôle de premier contact ou de premier partenaire nous permet de gagner la confiance de nos interlocuteurs pour les accompagner ensuite si le partenariat se concrétise dans la conduite d'un vrai projet nucléaire. Ce positionnement d'assistant à maîtrise d'ouvrage permet d'amener nos partenaires de l'industrie nucléaire française dans l'esprit, par exemple, d'une coopération, mais ce sera nécessairement du cas par cas, car l'équipe française doit être adaptée à chaque situation, immergée dans un réseau d'alliances internationales plus large et conciliée au droit de la concurrence. Chaque pays et chaque acteur a ses propres intérêts dans le développement d'une industrie. Par exemple, en Italie, où nous avons des accords avec Enel, le développement d'une industrie nucléaire italienne fait partie intégrante du programme du gouvernement italien. Des accords ont donc été signés dans ce sens entre EDF, Areva, Ansaldo et Enel. De fait, cette stratégie intègre pleinement Areva, Alstom et l'ensemble des PME qui ont participé au développement du programme nucléaire français, de même que l'ensemble des constructeurs, souvent français ou européens, avec lesquels nous avons construit et nous entretenons actuellement le parc français. Dans notre logique industrielle, en effet, nous avons tout intérêt à travailler avec le constructeur historique de nos réacteurs. C'est ainsi que nous pourrons tirer ensemble le meilleur parti de nos expériences et de nos synergies. Les positionnements d'EDF et d'Areva sont en effet complémentaires. EDF est un électricien qui produit chaque année des centaines de milliards de kilowattheures nucléaires à partir des centrales que nous avons nous-mêmes conçues par dizaines en France. Areva est un fabricant de réacteurs et un acteur de services autour du combustible. Le métier d'Areva n'est pas de produire de l'énergie, pas plus que le nôtre, ni de construire des réacteurs, ni de forger des cuves. Les industriels qui réussissent dans le nucléaire sont ceux qui marient l'exploitation et l'ingénierie de conception. Les risques de construction sont tels qu'un constructeur ne peut les assumer seul, sauf à renchérir considérablement son offre. EDF a construit 58 tranches en France sur des sites très différents les uns des autres et a accompagné avec succès plusieurs pays dans le développement du nucléaire, comme la Chine ou l'Afrique du Sud. Actuellement, EDF a 3 chantiers en cours en France et en Chine et prépare ceux d'Hinkley Point en Angleterre et de Penly en Normandie. Enfin, la relation entre EDF, Areva, Alstom et les PME que nous nous proposons ne peut être exclusive, à la fois pour permettre à ces équipementiers, et notamment à Areva, de construire pour le compte de certains opérateurs qui le souhaiteraient, et pour nous permettre aussi, selon les circonstances industrielles, de travailler avec d'autres chaudiéristes afin d'élargir notre connaissance du tissu industriel. On pourrait imaginer, par exemple, qu'EDF aide à la rénovation d'un VVER russe, comme EDF a pu le faire dans le passé. Cela ne compromet pas la capacité des industriels français à saisir les opportunités de faire valoir leur savoir-faire, qui, sur l'ensemble de la fourniture d'une centrale, ne manqueront certainement pas de se présenter. Nous disons seulement que la vocation d'EDF est d'être le point d'entrée naturel avec les pays ou acteurs désireux de développer ou de rénover une centrale électronucléaire, car il apporte ce qui constitue l'atout essentiel de l'industrie nucléaire française, je l'ai dit tout à l'heure, le retour d'expérience du plus grand parc électronucléaire du monde. S'agissant enfin des réacteurs, la France doit rapidement disposer d'une gamme de réacteurs diversifiés permettant de répondre aux différents besoins mondiaux et préparant sur le très long terme le renouvellement du parc français dans des conditions optimales de sûreté et de compétitivité. Et c'est ainsi qu'EDF a choisi très clairement d'abord de poursuivre l'optimisation de l'EPR en tirant le premier retour d'expérience des chantiers de Flamanville 3 et de Taishan et, avec Areva, de celui d'Okilioto. Par ailleurs, EDF souhaite engager des études de développement d'un projet de réacteur de 1000 MW conçu à partir de l'expérience du parc français de 900 MW qui a été un véritable succès. Enfin, je ne voudrais pas conclure mon propos sans dire un mot du parc nucléaire français existant. Dans ce débat sur le parc nucléaire international très médiatisé où l'on se plaît à évoquer l'échec d'Abu Dhabi et les divergences d'intérêts entre EDF et Areva, il est singulier de constater que l'on oublie souvent le parc français, les difficultés qu'il traverse et le financement dont ce parc a besoin dans les années qui viennent. Alors que nous nous interrogeons pour savoir qui portera le drapeau à l'international, on oublie que sur nos arrières, le parc français est aujourd'hui dans une phase délicate. La majorité des tranches va prochainement franchir le cap décisif des 30 ans,
qui, dans une industrie lourde comme la nôtre, correspond à l'âge des renouvellements des gros composants, c'est la période du grand carénage, au sens où de gros équipements comme les générateurs de vapeur, les alternateurs, les transformateurs doivent être renouvelés, ce qu'ont déjà fait nos homologues américains ou européens. Nous avons pris du retard dans la matière. Il n'y a pas d'impact sur la sûreté, bien entendu, mais cela nous cause de sévères avaries, grève nos performances, éternit la référence française. Il y a là, et nous avons commencé depuis 1 an à y travailler, une opportunité considérable pour l'industrie française, chiffrée à plusieurs dizaines de milliards d'euros sur les années qui viennent, soit bien plus que ce que peut représenter le développement international. Or, notre industrie n'a pas aujourd'hui la capacité de produire l'ensemble de ses composants à l'échelle de temps envisagée. Nous proposons pour le parc existant de réinventer ce que nous avons su faire lors de sa construction, une politique industrielle porteuse d'investissement dans des capacités de production, de recrutement, de formation d'hommes et de femmes. Encore faut-il en avoir les moyens financiers. Il est essentiel que le prix auquel la production nucléaire sera cédée à nos concurrents, comme le niveau des tarifs régulés au client final, couvre les coûts du nucléaire existant, y compris le remboursement et la rémunération de l'investissement initial, et nous permettent ainsi de financer les investissements à venir. Mon propos n'est pas seulement circonstanciel, il est intrinsèque à l'essence même du choix nucléaire, très capitalistique, comme vous le savez. Si les Français privent le nucléaire existant de sa juste rentabilité dans sa période d'âge mûr, alors même qu'il doit faire face à de nouveaux investissements, ils se comportent comme des prédateurs et signent sur le long terme le déclin de toute cette industrie. En conclusion, pour le parc existant comme pour le développement international, le nucléaire constitue aujourd'hui une opportunité considérable et une chance pour la France, celle de relancer une industrie et une formation de haute valeur ajoutée pour nos jeunes, celle de faire bénéficier la France d'un outil de production sûr, non émetteur de gaz à effet de serre, résistant aux conjonctures macro-énergétiques mondiales. Merci pour votre attention. Merci, Monsieur le Président, de ce tour d'horizon sur votre stratégie nationale, internationale, et puis, bien sûr, plus particulièrement sur l'énergie d'origine nucléaire. Je vais pas être plus long, je vais donner la parole à Ladislas Poniatowski qui préside le groupe d'études énergie. Et puis après, j'ai déjà plusieurs inscriptions. Alors, celles et ceux qui veulent s'inscrire, lèvent la main. Je vous demande de tenir la main levée. Donc, Ladislas. Merci, Monsieur le Président. J'ai 4 questions. Je vais essayer d'être rapide. Monsieur le Président, merci pour votre présentation. Une première question sur la loi NOM, bien sûr. C'est normal que je vous pose la question, vous ne coupez pas. Vous avez fait sourire plusieurs de mes collègues en disant que l'histoire n'était pas définitivement écrite. C'est vrai. Et nous savons très bien ce qui manque, c'est notamment le prix. Vous venez d'y faire allusion à l'instant même. Lorsque nous vous avions entendu... Non, vous n'avez pas évoqué le prix. Vous venez de dire ce que vous vouliez voir mis dans le prix. Voilà. Lorsque nous vous avions entendu le 23 juin dernier, vous aviez été plus précis, vous aviez dit qu'un prix inférieur à 40 € ne ferait pas l'affaire. Où en êtes-vous aujourd'hui? Question subsidiaire sur la loi NOM. Nous avons mis dans la loi NOM le marché des capacités de production et d'effacement. Quel rôle pensez-vous que EDF peut jouer sur ce marché des capacités de production et d'effacement? Sujet qui tient à cœur à certains de nos parlementaires. Deuxième question. L'Allemagne. Vous avez quitté vos investissements en Allemagne. Je vous ai bien lu comme pas mal de mes collègues lorsque vous avez quitté. Vous avez rajouté une petite phrase en disant « ça ne veut pas dire que EDF ne reviendrait pas en Allemagne ». Ça veut dire quoi? Que vous ne reviendriez que si vous seriez majoritaire dans une société ou autre chose? Troisième question, directement liée à votre opération allemande. Elle vous a quand même rapporté quelques sous et je m'en réjouis pour votre entreprise. Ça a été présenté comme à la fois des capacités de développement dans les projets, j'imagine certains que vous venez d'évoquer, et surtout de désendettement. Alors pourquoi, je veux dire, pour quelle priorité? Il y en a une que vous n'avez pas évoquée. On vous a bien entendu. Vos projets de développement à l'international, vos projets sur le parc nucléaire français qu'il faudra renouveler. Vous n'avez pas évoqué Areva.
C'est un sujet qui revient à l'ordre du jour, notamment sur la capitalisation d'Areva. Nous venons de voir ce qui s'est passé il y a quelques jours avec l'entrée dans le capital d'Areva du fonds d'investissement du Koweït. Est-ce que ça fait partie toujours de vos souhaits et de vos projets? Dernière question, Monsieur le Président. Sur le développement international, vous avez très diplomatiquement précisé qu'en France, il y avait plusieurs grands acteurs sur le nucléaire, vous-même bien sûr, Areva, Alstom, et qu'il faudrait, je dirais, prendre le meilleur parti des expériences et des énergies des uns et des autres. Dans le rapport Roussely, il y a quelque chose qui m'a gêné. Il est bon pour vous, en ce sens que le rapport Roussely a dit que c'est vous qui devriez être le chef de file partout. Le pragmatisme dont nous faisions preuve auparavant, c'est-à-dire de temps en temps c'était vous qui étiez chef de file et porte-drapeau, dans d'autres circonstances c'était Areva, était un pragmatisme pas si mauvais que ça. Je vais juste prendre 2 exemples. En Afrique du Sud, je pense que si c'est Areva qui est mis en avant, nous ne gagnerons pas ce projet, qui est reparti un peu à zéro. Alors que si c'est vous, nous avons des chances de le gagner, pour une raison très simple, l'électricien sud-africain veut un partenariat avec l'électricien français que vous êtes et la renommée que vous avez. En Inde, c'est pas le cas, c'est l'inverse. Je pense que ce serait une erreur que ce soit vous qui soyez le porte-drapeau, compte tenu que vous faites peur à l'électricien indien et que les Indiens veulent un partenariat avec Areva. Et donc ce pragmatisme me plaît. Mais j'aimerais beaucoup avoir votre avis là-dessus. Voilà, Monsieur le Président, mes 4 questions. Oui, merci, cher Ladislas. Monsieur le Président, je vous propose de répondre au président du groupe d'études, et puis après, il y a une dizaine d'interventions. Je vais essayer d'être bref. Sur la loi NOM, tout a été dit, en tout cas par moi. Non. Je ne suis pas un zélateur de la loi NOM. Je reconnais qu'à partir d'un point d'origine qui était cataclysmique, le Parlement a très significativement redressé le sujet au point d'arriver à un projet que j'estime équilibré et qui se traduit très schématiquement en matière de prix, en termes synthétique, en disant cohérence avec le Tartam. C'est le Tartam qui était en 2009, une valeur 2009 à 42 €. Il est aujourd'hui entre 43 et demi. De longues études ont été faites, les commissions parlementaires se sont réunies, nombre de débats ont eu lieu et de démonstrations ont été faites qui ont conduit à cette conclusion. Dire à un industriel qu'il est obligé, qu'on le force à mettre à la disposition de ses concurrents sans aucun investissement 25% de sa capacité de production sans marge, car c'est le terme, est déjà en soi un effort regrettable. Lui imposer de vendre en dessous de son prix de revient n'aura qu'une conséquence, c'est de faire payer aux clients, en conséquence, un prix plus élevé. Je dis 2 choses. Je me suis élevé avec véhémence, je le reconnais, contre le pillage des intérêts d'EDF et de la nation française. Je continuerai à le faire tant qu'on me prêtera la parole. Je ne concevrai pas que le prix de cession soit inférieur à 42 € ou qu'on remette en cause ce qui est le résultat d'une analyse qui a été longuement élaborée et arrêtée par les 2 chambres du Parlement français. Je ne comprendrai pas. J'attends. J'ai appris la patience. L'âge aide. J'attends le décret, car le prix est prévu dans le décret. La loi prévoit la logique. La loi dit l'équilibre. Le décret doit préciser le prix. Les 42 € sont le minimum, en dessous duquel nous serons en dessous de nos coûts de revient. Et je trouve, je ne reprendrai pas les termes que j'ai déjà employés, mais ils seront les mêmes. Voilà. Donc j'attends. Et je m'élève avec violence contre les assertions de tel ou tel
qui souhaiterait que cet effet d'aubaine, d'enrichissement sans cause et sans investissement, garnisse ces résultats, avec comme conséquence une hausse du prix de l'énergie, parce que si on veut maintenir les équilibres économiques d'EDF, il faudra augmenter les prix, et donc doubler l'effet d'aubaine pour ceux qui en bénéficieraient. Je ne comprendrai pas. Voilà. Le rôle d'EDF dans le marché des capacités de l'effacement, il est par nature essentiel. Je veux dire, je ne vois pas qui d'autre qu'EDF peut jouer ce rôle. Alors, on peut en céder une partie ou en déléguer une partie à des gens qui seraient plus habiles ou plus expérimentés ou plus experts que nous. J'ai l'esprit très ouvert. Je cherche. Non. Pas encore trouvé. Mais ce n'est pas de l'autosatisfaction, ni de la suffisance. Simple réalisme. Quand la France a construit un outil qui lui permet d'avoir l'électricité la plus compétitive d'Europe, 40% en dessous de la moyenne européenne hors France, pourquoi faudrait-il détruire ce que nos générations ont construit? Je n'arrive pas à trouver de réponse à cette question autre que de respecter le travail, le dévouement, l'efficacité, le savoir-faire et la volonté politique qui ont conduit à cette situation. L'Allemagne, grand pays que je respecte infiniment. Je trouve que l'Allemagne est un pays industriel et qui a une vraie politique industrielle. Sauf dans un domaine, c'est celui de l'énergie. Et dans ce domaine-là, l'Allemagne a perdu pied, a tourné le dos pour des tas de raisons, à la fois à l'énergie thermique traditionnelle, en refusant probablement à juste titre le charbon, mais ne se livrant pas à des études et à des analyses et à des constructions dans les charbons propres ultra-critiques, dans la lignite, refusant le gaz pour des raisons de dépendance vis-à-vis de l'Est, refusant le nucléaire pour des raisons théologiques, et se livrant délibérément à la seule énergie aléatoire, répartie et hors de prix, qui est l'énergie dite renouvelable. Sans doute avez-vous d'ailleurs constaté que la première des énergies renouvelables, c'est l'énergie hydraulique, mais que l'Allemagne n'est pas riche en montagne. Bon. Et donc, l'Allemagne est aujourd'hui totalement dépendante à la fois de ses importations et en même temps de la défaillance de sa politique énergétique. Et cherche, parce qu'elle a compris ce qu'était la compétitivité des territoires, à imposer aux autres les conséquences de son manque de pertinence dans cette stratégie. Je serais plus explicite si j'avais plus de temps. Mais d'où les réglementations européennes poussées par les Allemands qui font que les 3 x 20, les 4 x 40, les 5 x 50, etc., nous poussant à subventionner à haute dose une énergie dont nous n'avons pas besoin, qui est aléatoire et non compétitive, de manière à ce que la compétitivité que nous avons acquise ne soit pas pérenne. Et d'où la loi NOM, d'ailleurs. Alors, il s'est produit un événement, c'est que nous étions actionnaires minoritaires à 45% aux côtés des communes allemandes d'énergie Baden-Württemberg, qui est ENBW, qui est l'électricien de Baden-Württemberg. Land puissant et disposant d'une stratégie industrielle forte, abritant les grandes industries automobiles, Siemens, etc. Le Baden-Württemberg est un pays riche, un land riche, non endetté, et qui dont le président a pris l'initiative très récente, et dans le cadre d'une campagne électorale difficile, de entre guillemets, renationaliser, relandiser son électricien local, c'est-à-dire ENBW. Puisque les communes avaient déjà 45% et qu'il est l'autorité de tutelle des communes, il a décidé de lancer une proposition unilatérale de rachat des 45% que nous détenons. Bon. Faisant clairement état de sa volonté de recentrer sur le land l'ensemble des ambitions de ENBW, donc de couper court à tous les développements internationaux ou en dehors du land, et de sa volonté de se réapproprier l'outil. Nous aurions pu ne pas accepter.
Ça nous aurait conduit à rester, puisqu'on était en renégociation de notre partenariat, puisque le contrat initial de 2010 prévoyait une revoyure prévoyait une revoyure en 2011, et que le contrat de partenariat était à réécrire. Et donc on risquait de se retrouver dans une situation de minoritaire financier et privé de tout droit de gestion industrielle, ce qui n'est pas notre vocation. Donc, sans être vendeur, puisque je n'ai pas souhaité être vendeur, j'ai accueilli la proposition, nous avons négocié les conditions de cette proposition unilatérale et nous l'avons acceptée dans des conditions de prix qui permettent de valoriser convenablement cet outil, sachant que le paysage allemand, frappé par la taxe sur le nucléaire d'une part et par les pincements du prix du gaz de l'autre, prépare des lendemains difficiles, et que le business plan des 3 à 4 années qui viennent était particulièrement douloureux. On a cédé notre participation à 20% au-dessus du cours de bourse. C'est un prix convenable. Ça n'était pas une option stratégique, c'est simplement une opportunité, au fond, de valoriser un actif dont le sort était compromis par une volonté de ne pas nous laisser la gestion industrielle et opérationnelle, ce qui pour un industriel est une situation non idéale. Donc nous avons encaissé 4,7 milliards de cette participation, ce qui valorise de manière satisfaisante l'investissement qui avait été réalisé, et non pas spéculative, et ça se traduit par un désendettement global de 7 milliards du groupe EDF. On m'a dit en arrivant que le groupe EDF était surendetté. Il n'est pas surendetté intrinsèquement, mais les investissements considérables qui sont à consentir, à la fois pour les extensions de durée de vie et la maintenance du parc français dont je parlais tout à l'heure, les développements internationaux et notamment britanniques, et l'ambition que nous avons forte de développer le groupe, font que, après les 7 milliards de cessions d'actifs britanniques régulés sur les réseaux, les 7 milliards de cessions ou de désendettement allemand et l'apport à RTE de 50% d'RTE au fonds dédié qui désendette le groupe de 6 milliards, je vous amène aujourd'hui un désendettement global de 23 milliards du groupe en un an, sans avoir amputé ni sa force industrielle, ni ses ambitions, mais en lui ayant redonné la flexibilité dont il avait besoin pour sa stratégie. Voilà en 2 mots. Alors, est-ce que, pour autant, nous fermons la porte de l'Allemagne? Certainement pas. L'Allemagne est un pays compliqué, je vous l'ai dit, difficile, mais dans lesquels il existe des opportunités que nous sommes en train d'étudier. Je vous en rendrai bien sûr compte en temps réel ou en temps voulu. Vous n'en voudrez pas de ne pas élaborer plus sur les opportunités potentielles, car il est rare qu'un industriel souhaite exposer ses perspectives ou ses opportunités avant même qu'elles ne se produisent. Donc nous aurons le temps d'y revenir en temps voulu. Qu'est-ce qu'on fera du désendettement? On donnera, encore une fois, on peut pas me dire à la fois la société est trop endettée, une fois qu'on l'a désendettée, qu'est-ce que vous allez faire de l'argent? Parce que sinon... mais c'est souvent le cas, hein, je vous rassure. C'est même en permanence le cas. Eh bien, nous ne les dépenserons pas n'importe comment, et donc nous allons mettre cette flexibilité financière au profit de notre croissance et au profit des investissements industriels dont le groupe a besoin. Et je vous promets que cet argent sera investi avec le souci et la pingrerie qui sied à n'importe quel chef d'entreprise, fût-il d'entreprise nationale. Vous vous étonnez, alors le développement international arrive à Alstom, il ne faut pas s'étonner de la solidarité que j'exprime vis-à-vis de l'industrie française. Bon. Ou alors, ça serait faire peu de cas de patriotisme économique, donc je pense que c'est pas forcément un gros mot. Enfin, le rapport Roussely a dit des évidences. Alors ces évidences sont évidemment combattues par la mode. Il a dit, il est naturel que celui qui possède la meilleure expertise et le plus grand retour d'expérience soit le chef de file de la filière. Bon. Alors, je vous citerai une anecdote et une expérience vécue. L'anecdote, c'est
premier voyage que je fais en dehors du périphérique français lors de ma prise de fonction. Connaissant un peu la Chine depuis des années, il me paraissait naturel d'aller dans ce grand pays me présenter dans mes nouvelles fonctions aux responsables chinois parce qu'ils sont très très sensibles à l'intimité personnelle et au respect qu'on leur porte. Et donc je suis allé à Pékin et j'ai rencontré notamment le ministre de l'Énergie, qui est un personnage puissant dans ce petit pays d'Asie. Et l'entretien était prévu pour 35 minutes, car les Chinois sont très rigoureux sur les calendriers. Il a duré 1h40. Alors les 35 premières minutes ont été assez faciles à comprendre. Vous savez comment font les Chinois. Vous êtes assis sur 2 sièges parallèles avec des appareils derrière et les fleurs au milieu, et chacun se tourne un peu vers le micro et écoute l'autre avec attention. Et donc, après les salam aleyk d'usage, Monsieur le Président, je suis très heureux de vous recevoir, Monsieur le Ministre, je suis très honoré que vous me receviez, etc. Et le ministre Mila, en substance, m'a dit, Monsieur le Président, peut-être avez-vous compris que la Chine avait évolué. Peut-être avez-vous compris que la Chine était désormais un pays important, un pays qui a les moyens financiers de ses ambitions, un pays qui a construit une croissance économique significative et durable, un pays qui dispose d'élites et d'une capacité de création de ces élites, un pays qui dispose d'une industrie dont désormais les normes sont au niveau occidental, d'une expertise, d'un marché intérieur. Et si je l'applique au nucléaire, je peux développer l'ensemble de ses composantes. Et pour finir en me disant, Monsieur le Président, je vous remercie des 20 ans de coopération que nous avons noués, qui ont donné naissance à l'industrie nucléaire chinoise et à la construction de ce qui deviendra le premier parc nucléaire mondial. Peut-être avez-vous compris que désormais nous n'aurons plus besoin de vous. C'est ça que ça voulait dire. Et je lui ai répondu, Monsieur le Ministre, j'ai un immense respect pour votre grand pays, pour la maîtrise dont vous avez fait preuve de votre développement, pour les formidables bons en avant, les progrès, la croissance, la richesse, les évolutions. Et je sais que vous avez à la fois l'expertise, la compétence, l'industrie. Mais la seule chose dont vous ne disposez pas, la seule, c'est le retour d'expérience. Et ça, c'est l'actif essentiel, fondamental, qu'il vous faudra 20 ans, 30 ans. Pas les 50 dont nous avons eu besoin, nous, mais peut-être, allez, 20 ans, pour que vous en disposiez. Et donc, ce que vous apporte EDF, c'est pas seulement son expertise, son savoir-faire, ses ingénieurs et ses compétences, c'est aussi ce formidable atout et actif que constitue le retour d'expérience. Et peut-être avez-vous compris que nous serions un des acteurs du paysage électronucléaire mondial, en dehors des frontières françaises. Nous avons déjà la responsabilité de construire le parc nucléaire britannique, etc., etc., l'Italie, la Hollande, la Pologne, et bien au-delà des frontières, au-delà de l'Europe. Et donc, le partenariat entre nos deux pays est certainement un partenariat qui fait sens. Parce qu'il n'y a pas d'autre partenaire possible pour un grand pays comme le vôtre. Et à la sortie de cet entretien, qui a donc duré 1 heure de plus que prévu, nous avons signé, Hervé Macheteau et moi-même, une extension de notre coopération, un contrat étendant de 50 ans la coopération, notre contrat de partenariat avec CGNPC, qui est l'acteur chinois avec lequel nous avons un accord de coopération, et signé avec CNNC, l'autre acteur, un contrat de 50 ans également. C'est donc une formidable reconnaissance que de se constitue EDF en matière nucléaire dans le monde, et y compris en Chine. Voilà pourquoi EDF a cette réputation. Voilà ce que cherchent les opérateurs nucléaires, et notamment, et en commençant par les électriciens. Alors quand on me dit expérience, je suis ça de l'anecdote à l'expérience. Mais quand on est opérateur, on ne peut pas vendre d'équipement à un autre opérateur. J'ai entendu cette baliverne à quelques reprises. Ma très modeste expérience de 40 ans passée dans une modeste entreprise qui s'appelait la Générale des Eaux et qui est devenue Veolia, et dont nous avons fait le premier opérateur mondial en matière de traitement d'eau et le premier opérateur mondial en matière de traitement de déchets. Ça a été fait uniquement
en raison justement du fait que nous apportions ce retour d'expérience d'exploitation à des gens qui en avaient besoin et qui s'appelaient des exploitants. On ne serait jamais devenu le premier constructeur mondial d'usines de traitement d'eau, qu'elles soient propres ou usées, le premier constructeur mondial d'usines de traitement de déchets, alors que nous n'avons jamais construit le moindre four. Nous ne sommes pas vendeurs d'équipements du tout. Si on n'avait pas vendu ces usines ou ces outils à des opérateurs concurrents, qu'il s'agisse de régie municipale ou d'opérateurs privés, bien entendu. Donc il n'y a aucune contre-indication, bien au contraire. Où que ce soit dans le monde. Et je vous mets au défi de trouver aucune contre-référence. Aucune. Alors, vous avez parlé de l'Afrique du Sud. Oui, c'est vrai que les Sud-Africains, qui veulent développer le nucléaire, ont dit nous voulons EDF. Ils en sont exprimés. Pourquoi est-ce que les Indiens le refuseraient? D'où vient cette pétition de principe? Alors, nous verrons ce que l'Inde fera. Mais je crois que ceux qui construiront les centrales nucléaires seront des électriciens et qu'ils auront besoin du retour d'expérience d'EDF. C'est mon credo. Donc il n'y a aucune contre-indication à ce stade. Voilà ce que je pouvais répondre. Merci, Monsieur le Président. Donc il y a toute une série de questions. Je vais essayer de regrouper en deux lots, 5 intervenants et à peu près 5 après. Alors Michel Teston. Oui, ce qui est bien quand on est membre de cette commission, c'est qu'à quelques jours d'intervalle, on peut avoir deux visions du nucléaire français et qu'on peut avoir aussi deux visions des rôles respectifs d'EDF et d'Areva. Je fais référence bien sûr à ce que nous a dit il y a quelques jours Madame Lauvergeon, et ça ne correspond bien évidemment pas tout à fait, je dis pas tout à fait, à ce que nous avez dit aujourd'hui. Au-delà de ce constat, la vraie question est la suivante. Est-ce que la France peut se permettre de rester sur deux visions aussi différentes du nucléaire dans un secteur qui est pourtant aussi stratégique? Ça, c'est ma première question. Et par ailleurs, j'en poserai une autre. Monsieur le Président, j'ai bien noté les circonstances dans lesquelles vous avez été amené à céder les 45% que vous déteniez dans le capital de l'électricien allemand WNBW pour faire droit à la demande du Land de Bade-Württemberg qui, à l'évidence, souhaitait pouvoir maîtriser la politique de l'électricité sur son territoire. Ceci étant, même si le marché allemand est un marché difficile, même si à l'avenir il sera probablement délicat de pouvoir s'y développer, est-ce que vous ne considérez pas que c'est malgré tout un marché sur lequel il faut être présent? Alors vous nous avez dit que vous ne livreriez pas aujourd'hui vos réflexions sur ce qui pourrait être fait pour vous y réimplanter rapidement, mais en tout cas, il me semble que vous ne pouvez pas être, je dirais, en dehors du marché allemand de l'électricité, puisque c'est un marché très important. Merci, mon cher collègue. Roland Courteau. Oui, merci, Monsieur le Président. Sur l'international, d'abord une simple question. L'acquisition de British Energy par EDF au Royaume-Uni a-t-elle été une bonne affaire compte tenu et de son prix et de l'état de cette société? Sur la loi NOM, que nous avons combattue, faut-il le rappeler, je crois que nous avons tout dit lors de l'examen du projet de loi en séance. Je le redis encore une fois, on a l'impression de marcher sur la tête. Mais je n'ajouterai rien de plus sur le fond. Sur le prix de la reine, Ladislas Poniatowski a soulevé le problème, je n'y reviens pas, mais il semble que ça se précise. Si mes informations sont bonnes, je crois que le ministre de l'Industrie a confié une mission à Paul Chamsor pour déterminer le prix de la reine. Non, à suivre donc. Ouais. Donc mes informations ne sont pas bonnes. Question sur RTE. Plus encore récemment, la presse a annoncé que vous aviez l'intention d'affecter 50% de RTE aux actifs dédiés, permettant de faire face ainsi aux coûts futurs du démantèlement des centrales nucléaires et de stockage des déchets radioactifs. Alors question, peut-on avoir plus de précision sur cette opération qui, alors on vient de me le dire à l'instant, semble déjà être bouclée?
si j'en crois une dépêche de l'agence Reuters. Quelles conséquences, Monsieur le Président, pour RTE? Et puis surtout, quelle garantie a-t-on qu'une telle affectation ne remettra pas en cause le caractère intégré du groupe avec une filiale à capitaux totalement publics? Et si l'opération ne porte que sur une partie des actifs de RTE, 50%, m'indique-t-on, quelles sont les garanties pour l'autre moitié de ces actifs et pour la préservation de l'intégrité de cette filiale qui attire bien des convoitises, faut-il le dire et le répéter? Enfin, que se passera-t-il au moment du dénouement de l'opération? Merci, mon cher collègue. François Fortassin. Président, Monsieur le Président d'EDF, d'abord, je dois dire que j'ai beaucoup de satisfaction à voir que vous revenez devant nous. À l'époque, je m'étais quelque peu ému que vous soyez en même temps candidat à la présidence d'EDF et de Veolia. J'avais été légèrement brocardé par un certain nombre de mes collègues, mais je m'aperçois que mon étonnement ou mon émotion n'était pas au fond tellement étonnant, puisque les choses sont de ce côté-là rentrées dans l'ordre. Mais ce n'est pas de ce problème que je veux vous parler. Simplement, ma question sera très brève. Il se trouve que la CCR, qui regroupe les syndicats départementaux d'électricité et qui est présidée par notre excellent collègue Xavier Penta, est actuellement dans une situation de vive émotion par rapport à certaines déclarations que vous auriez faites ou intentions. Alors, cela s'est produit la semaine dernière, je n'étais pas à cette réunion, je ne peux pas vous en dire plus, mais j'aimerais que vous précisiez éventuellement votre pensée, qu'il y a eu une émotion extrêmement vive de ce côté-là et une assez grande inquiétude. C'est du moins ce qui est ressorti, puisqu'on a demandé au président de ces syndicats départementaux d'électricité d'écrire de la façon la plus immédiate que ce qui soit à Madame Lagarde et à Monsieur Barouin. Merci, mon cher collègue, de nous faire part des émotions. Robert Navarro. Deux simples interrogations et convictions que j'ai personnellement, Monsieur le Président Proglio. Et en complément de ce qu'a dit mon ami Michel Teston, il est évident que nous avons deux splendides outils en France, qui sont Areva et EDF. Deux splendides outils qui, de mon point de vue et de par l'analyse que je fais, fonctionnent très mal à l'extérieur de l'Hexagone. Ils fonctionnent très mal, pourquoi? Parce qu'ils sont en permanence en concurrence, pas forcément au niveau des outils, mais au niveau des responsables. Et moi, je suis de ceux qui pensent que vous êtes le plus à même d'être celui qui sera le responsable de l'ensemble des outils. Parce que c'est l'un des rares domaines où on peut, à l'étranger, dans la mondialisation, encore faire des bénéfices et gagner de l'argent. Notre pays n'a pas les moyens de se payer le luxe de perdre dans les domaines où il peut gagner de l'argent, d'en perdre. Donc, je crois qu'à un moment donné, il faudra qu'on clarifie, nous, État français, le fait d'avoir deux entreprises de performance et qui ne rapportent pas ce qu'elles devraient rapporter au pays. Parce que les gouvernances ne sont pas, de mon point de vue, les plus efficaces possibles. Donc, dans l'amélioration de cette gouvernance-là, est-ce que êtes-vous prêt à accompagner ce que je viens de dire? Première question. Deuxièmement, vous avez parlé d'outils financiers non adaptés dont on a besoin. Est-ce que vous pouvez pousser plus loin votre idée et essayer de m'éclairer? Moi, j'ai ma petite idée, mais modestement, j'attendrai d'avoir votre vision, qui est beaucoup plus performante que moi, pour savoir quels sont les outils qu'on peut mettre en place pour aller beaucoup plus loin dans la rénovation de toutes nos centrales et dans la réalisation de certains projets à l'international. Merci, mon cher collègue. Dernier pour la première partie, Marc Denis. Oui, une question qui tourne autour de deux éléments. Premièrement, le développement de la filière nucléaire française a été marqué historiquement par des choix technologiques, j'allais dire dès l'origine, entre le graphite gaz, l'eau pressurisée.
Comment vous voyez, à l'heure où les délais s'allongent indéfiniment, les coûts explosent par rapport à l'EPR, les choses, premier élément, sur quel choix technologique vous pensez qu'il convient que nous parions et quel type de diversification éventuellement dans l'offre, et toujours dans la même idée, mais liée aussi à la question des investissements. Dans votre propos, vous venez dire, je vais faire un résumé qui sera vraisemblablement caricatural, mais grosso modo, la rénovation du parc national, des capacités de production nationale du parc nucléaire, est quasiment supérieur aux programmes internationaux. Je caricature, je vais un peu vite, mais en l'occurrence, c'était un peu l'idée que vous sembliez induire. Dans ce contexte, quels sont vos choix? Et doit-on entendre alliance modulable, terme que je crois vous avez employé dans la présentation, une sorte de partenariat à la carte qui vous positionnerait dans votre cœur de métier, ce que vous avez appelé l'expérience accumulée, avec des choix technologiques qui seraient adaptés à des situations, dit en d'autres termes, ici avec un constructeur chinois, ailleurs éventuellement dans un tour de table aux côtés des Coréens, plus que dans une solution européenne ou française, mais en jouant pleinement votre carte, j'allais dire personnelle. Ce qui vient dans la continuité des questions précédentes. Et enfin, et je m'en arrêterai là, beaucoup de questions ont été évoquées par Ladislas Poniatowski et qui faisaient partie des interrogations que nous pouvons avoir et sur lesquelles je vous remercie d'avoir apporté quelques éclairages. Merci, mon cher collègue. Monsieur le Président, je vous propose de répondre aux 5 intervenants. D'abord, monsieur Teston, bon, deux visions différentes, c'est possible. Enfin, moi, je vous livre la mienne, hein, donc je ne suis pas capable. Je n'entrerai pas dans la moindre polémique. Je conçois qu'il peut y avoir des divergences de vues parfois. La mienne est forgée, c'est une conviction, et je vous livre ma vision. Le rôle d'EDF est d'être architecte ensemblier. Il y a à côté de nous des acteurs industriels auxquels nous ferons une place la plus importante possible, pour ne pas dire prépondérante, parce que ça va dépendre des pays, des développements, etc. Et j'ai parlé d'Alstom, j'ai parlé d'un certain nombre de sociétés. Réveil à sa place, hein, dans le domaine des chaudières en particulier, dans le domaine de l'alimentation amont, sur le combustible, pour ne pas dire de l'aval du cycle, où ils ont un monopole dans le retraitement. Donc, nous sommes le premier client d'Areva, et de très très loin. Franchement, on n'a pas de reproche à formuler à EDF à cet égard. Bon. Donc je dis simplement que, une fois encore, l'architecte ensemblier et le concepteur, constructeur, comme le disent les anglo-saxons, vous avez le design build et puis le design build operate, c'est-à-dire conception, construction, participation à la gestion des opérations. Et puis vous avez ceux qui sont les équipementiers ou les génies civilistes. Enfin, évidemment qu'on ne va pas faire... Nous n'avons pas vocation à être industriels, fabricants d'équipements rentrant dans la construction des centrales. Et on a besoin d'une filière industrielle cohérente, compétente, compétitive et qui soit organisée. Dans laquelle la France sera privilégiée par nous autant que faire se peut, mais ne nous l'aurons pas. L'essentiel du développement du nucléaire, du nouveau nucléaire, se fera hors de France, bien entendu. C'est pas en France que ça va se faire. Et en dehors de France, il faudra faire une place à des industriels, à Rolls-Royce d'un côté, à Finmeccanica de l'autre, aux Russes, aux Chinois, en fonction des zones d'influence et en fonction de la spécificité, de l'efficacité de leurs outils. Voilà ce que je pense au fond. Et tout cela n'est pas doctrinaire, c'est simplement adossé à une réalité et à du simple bon sens et à une expérience vécue. Et par conséquent, je dis simplement ce qui est la réalité. Quand vous faites construire une maison, vous avez un architecte et puis vous avez des gens qui font le génie civil, des gens qui font
la plomberie, des gens qui font des choses très importantes, le système électrique, etc., qui sont des spécialistes, des industriels du métier. Et c'est pas l'architecte qui va tout faire, mais il est concepteur, et dans ce métier très particulier, le concepteur-opérateur, qui a, encore une fois, qui est riche de son retour d'expérience, a un rôle très particulier à jouer et très important, et d'où le fait que il ne s'agit pas de François Roussely en tant qu'homme, mais la mission qu'il a été chargé d'animer, qui était constituée de personnalités très différentes, a reconnu à l'évidence le rôle de chef de file à celui qui, en l'occurrence en Europe et pas uniquement en France, mérite cette terminologie de concepteur, architecte ensemblier. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de polémique dans ce que je dis. C'est une simple considération de l'histoire et des compétences existantes. Je signale d'ailleurs au passage ce qui n'est pas assez reconnu ou dit par nos compatriotes, et d'ailleurs par leurs représentants, et j'ai beaucoup de modestie et de respect que je vous dis. Tous les opérateurs électriques européens font construire leurs équipements, leurs centrales, par des architectes ensembliers spécialisés, c'est-à-dire des bureaux d'ingénierie et par des industriels. Aucun n'a les capacités d'ingénierie capables de créer les outils, sauf EDF. C'est lié à l'histoire, c'est lié au rôle auquel EDF a dû accéder, à la demande des pouvoirs publics, de concevoir, de construire et d'opérer le parc nucléaire français. Eh bien, nous pourrions nous contenter de faire comme tout le monde, et au fond, de supprimer l'ingénierie et de dire, après tout, on sera opérateur et on fera appel à des ingénieristes indépendants divers. Bon. Ce que fait Bechtel aux États-Unis pour tous les opérateurs, d'ailleurs, hein, et dans bien d'autres pays du monde. Aucun Européen ne sait le faire en dehors d'EDF. Aucun Européen. À l'ouest de l'Elbe. À l'est, c'est autre chose. Donc, ayons conscience de cela. Est-ce qu'on veut ou pas utiliser cette carte qui est l'atout de la France dans la compétition du nucléaire mondial? À la question posée, il suffit de répondre. Donc, pas de polémique, un constat, une conviction, et si possible, une action. C'est les 40% des actions de NBV, je vous ai dit dans quelles circonstances et pourquoi. Et peut-on être absent du marché allemand? On peut en être absent, c'est pas une absolue nécessité. Pour autant, il y a des opportunités qui s'offrent, ou qui peuvent s'offrir, et nous ne serons pas absents de ces opportunités. M. Courteau me posait la question sur l'acquisition de British Energy. Est-ce que c'est une bonne affaire? On en reparlera dans 5, dans 10 et dans 20 ans. Aujourd'hui, les conditions, enfin, la particularité de la Grande-Bretagne, quand même, c'est qu'elle a une vraie politique énergétique. Un des rares pays européens à avoir une vraie politique énergétique. J'ai eu l'occasion de discuter avec l'ancien Premier ministre, M. Gordon Brown, de sa politique énergétique et de sa décision de relancer le nucléaire. Il a été ensuite battu aux élections par une coalition entre les libéraux et les conservateurs, et j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec le nouveau Premier ministre de sa vision du monde, et il se trouve qu'elle correspond parfaitement à celle de son prédécesseur, et que non seulement il l'a annoncée, non seulement elle a été dans son programme électoral, mais qu'en plus, il la met en œuvre. Et force est de constater que, sans faire de bruit, la semaine dernière, non, il y a 10 jours, au Parlement britannique, la loi sur l'énergie a été votée, avec en particulier le programme nucléaire, et qu'elle a recueilli 97% de votes favorables de la part des députés, quelle que soit leur tendance. C'est un sujet qui n'a jamais été noté nulle part dans la presse française, où on fait état des états d'âme des Verts allemands, mais jamais des gens qui ont une vraie politique. Jamais. Et je trouve surprenant qu'aucun journal, aucune revue, personne ne l'ait mentionné. Alors quand les gens sont vertueux, ont une vraie politique, on n'en parle pas, on ne parle que de ce qui ne marche pas. Je trouve ça assez désolant, je reviens à la question précédente, c'est pareil. Quand ça marche, il faut casser, donc dire pourquoi est-ce qu'on va continuer à faire quelque chose qui marche, plutôt que d'essayer de le détruire avec quelque chose qui ne marche pas. Eh bien, c'est pareil en matière politique. C'est assez surprenant, cette espèce de volonté absolue de construire le désastre, mais c'est comme ça. Donc,
la Grande-Bretagne a une politique. Il se trouve que nous avons pris le pari, au fond britannique, et que ce pari semble être en bonne voie, puisque les textes réglementaires sont en cours, hein, et que le sujet est adossé notamment à un prix minimum du carbone, ce qui s'appelle le carbon floor, qui doit être voté au printemps de l'année 2011. Mais donc le programme britannique est en train de se construire pierre à pierre, et nous serons un grand acteur britannique. Et la Grande-Bretagne est quand même une référence dans d'autres pays du monde que simplement les îles britanniques, puisque comme vous le savez, le Commonwealth ce n'est pas un vain mot, il y a quelques pays qui adopteront probablement une politique comparable à celle de la Grande-Bretagne, et donc il ne sera pas inutile qu'on soit parmi les acteurs principaux de la Grande-Bretagne dans ce domaine. Mais en ce qui concerne l'équation purement financière de savoir si on a fait un bon investissement, encore une fois, rien ne me permet de le critiquer. C'est à l'aune de l'histoire qu'on voit si un investissement est bon. Attendons les retours. Pour l'instant, on n'est pas déçus. Les outils financiers dont on a besoin, ça veut dire des systèmes de financement. Les États-Unis, la Chine ont construit des financements d'État pour développer des infrastructures dans des pays tiers et pour aider à l'exportation de leur industrie. C'est vrai que la France a à cet égard un peu de retard par rapport à ces pays-là et peut-être pas les mêmes ressources. Mais encore faut-il en être conscient et essayer en tout état de cause de faire au mieux face à cette problématique. Pour autant, nous ne sommes, encore une fois, nous n'avons pas vocation à être propriétaires de centrales nucléaires partout dans le monde. C'est pas le sujet. Nous sommes concepteurs-opérateurs, maîtres d'ouvrage délégués, on peut être architecte ensemblier, tirer la filière industrielle pour le compte d'opérateurs sans avoir besoin d'être investisseurs. Par conséquent, il faut que de plus en plus, dans l'architecture même des contrats, nous apprenions à baisser l'intensité capitalistique. Le but n'est pas d'être propriétaire d'outils de production partout dans le monde. Mais enfin, de temps en temps, il est quand même bon de pouvoir y participer. Monsieur Donis me posait la question des choix technologiques eau pressurisée, etc. Bien entendu que les choix technologiques sont essentiels, mais ils sont à évolution lente, c'est-à-dire qu'au fond, il faut que nos équipes de R&D travaillent fortement sur les futurs sauts technologiques, sur la 4e génération en particulier. Et donc, il n'y aura pas... mais le nucléaire est une activité à cycle long, bien entendu. Donc il n'y aura pas de saut technologique immédiat. Et il faut préparer la 4e génération dès aujourd'hui, de manière à ce que nos techniciens, nos spécialistes soient capables d'offrir dans l'avenir les meilleurs produits. Et nous y contribuons beaucoup. Nous sommes l'électricien au monde qui a la plus grande force de recherche et développement. Le plus gros budget, le plus grand nombre de chercheurs opérationnels. Bon, l'EPR est un premier de sa génération, donc il faut l'industrialiser. Je reconnais que, comme dans tout pilote, il faut passer par des phases de mise au point d'industrialisation. On est à ce point-là, donc il ne faut pas critiquer ni attaquer. Les débuts ont été un peu difficiles parce qu'il n'y avait pas d'expérience acquise. Donc c'est une nouvelle étape, c'est un nouveau modèle, il faut qu'on ait le temps d'industrialiser, c'est en cours. Vous parliez de rénovation du parc nucléaire, des investissements. C'est vrai que les investissements réalisés sur le parc nucléaire français sont considérables. Alors, ils ne sont pas tout à fait comparables aux investissements à l'international, puisqu'à l'international, on va accompagner les investissements. On ne les fera pas tous, on ne va pas être propriétaire, ce que je vous dis à l'instant. Donc, c'est des choses qui ne sont pas tout à fait comparables. Et deuxièmement, il est naturel que les prix français rémunèrent les investissements nécessaires à l'ensemble des outils de production, de distribution et de transport nécessaires à la gestion du service public en France. Donc, nous sommes pour l'instant en déséquilibre de cash flow, c'est-à-dire qu'on investit plus que le cash flow de l'entreprise, c'est naturel, puisqu'on est arrivé à la phase où il faut investir massivement dans la modernisation et l'extension de la durée de vie des centrales. Bon.
Encore une fois, à 30 ans de durée de vie, elles sont pratiquement amorties aux 3/4. Elles avaient 40 ans de durée de vie prévisible. On va essayer de passer à 60 ans. Donc il faut faire des investissements considérables. Je vous avais dit lors des réunions sur la loi NOM de l'ordre de 35 milliards d'investissements destinés à l'extension de la durée de vie, non pas au remplacement, au renouvellement. Eh bien, ces investissements sont à programmer dans les 5 à 10 ans qui viennent. On en a déjà les premières traces dans le plan moyen terme 2010-2013. S'y ajoutent les 4 à 5 milliards d'investissements de maintenance courante du parc, et ça représente des montants très significatifs d'investissement. C'est ce à quoi je faisais allusion tout à l'heure. Mais rien d'inquiétant, c'est simplement je dirais un outil industriel lourd, et c'est la raison pour laquelle je me bats donc pour que les prix de cession en tiennent compte. Parler de partenariat à la carte, c'est pas le sujet. Si nous voulons garder une filière nucléaire française, EDF sera déterminant. EDF a toujours fait la part belle aux entreprises françaises, aux industries françaises qui l'ont accompagné dans le développement de son programme en France, en Grande-Bretagne aujourd'hui, puisqu'on construit des EPR. Mais encore une fois, il faut également que cette organisation de la filière soit suffisamment efficace, suffisamment soudée et confiante pour accepter son élargissement à des industriels internationaux sans lesquels nous ne serons pas en situation de pouvoir gagner les appels d'offres mondiaux. Vous ne ferez pas de nucléaire en Italie sans les grands industriels italiens. Et donc il faut trouver à l'intérieur de cette filière une ouverture possible à des partenariats, effectivement, qui soient britanniques, à certains moments, italiens, russes, chinois ou autres, sans lesquels votre offre ne sera pas compétitive, votre acceptabilité ne sera pas possible. Et donc, c'est ça que je voulais dire, c'est tout. Grande coopération entre les entreprises françaises pour justement permettre cela. Merci, Monsieur le Président. Vous êtes encore 4 à intervenir. Je vous demande d'être succinct dans les questions. Donc, j'ai donné la parole à Jacques Blanc. Je voudrais vous remercier, Monsieur le Président Maureen, d'avoir invité d'autres membres de la Commission, ce qui nous permet d'entendre avec beaucoup d'intérêt Monsieur Proglio sur un sujet qui nous paraît essentiel et sur lesquels les politiques peuvent avoir quelques fiertés, parce que quand même des choix politiques français par rapport au nucléaire, quelles que soient d'ailleurs les sensibilités politiques, ont permis de faire cet outil merveilleux que vous nous avez présenté tout à l'heure. Alors je voudrais me cerner deux interrogations pour être rapide. C'est sur le problème du transport et distribution. Il y a un partenariat très fort entre les collectivités territoriales et ERDF, puisque nous avons en France la particularité d'avoir les collectivités propriétaires de réseaux, ERDF concessionnaire, et il nous paraît important que soit confortée la confiance dans ce partenariat. Notre collègue Fortassin évoquait tout à l'heure un peu le problème. Nous souhaitons qu'il y ait donc un renforcement de ces liens et que nous mobilisions par rapport au problème de la couverture du territoire. Et l'émotion qui a été soulevée, c'était à l'occasion de la réunion sur le FACÉ, où il nous paraît tout à fait important que ce qui est un fonds de mutualisation, qui a permis quand même d'assurer une couverture territoriale en France, ne soit pas amputé et que ce soit d'une négociation partagée entre notre Fédération nationale, notre ami Penta et ERDF, que l'on puisse obtenir le maintien du niveau du FACÉ et des modalités qui permettent aux collectivités territoriales de jouer leur rôle en pleine confiance avec ERDF. Donc c'est un point tout à fait concret et précis. Le deuxième point, c'est savoir où en sont les grands projets portés d'ailleurs par RTE dans le domaine de la boucle méditerranéenne. L'euro-méditerranée, pour nous, est une perspective tout à fait forte et intéressante. Et dans les grands projets de l'euro-méditerranée figure cette boucle méditerranéenne
dans laquelle, je crois, RTE joue un rôle majeur et qui peut demain avoir à la fois des retombées d'échanges énergétiques, mais peut-être aussi, dépassant les problèmes politiques, des capacités d'apporter sur l'ensemble de la Méditerranée des chances supplémentaires. Et j'aimerais savoir ce que vous-même en pensez et quelles sont les perspectives par rapport à l'action de RTE à ce niveau. Merci, mon cher collègue. Martial Bourquin. Oui, 3 questions rapides. Monsieur le Président, l'énergie en France, ça fait partie de l'attractivité concernant le sol français par rapport aux investissements étrangers, mais en général par rapport à l'investissement. Et si on veut rebâtir une industrie forte, il faut garder cette énergie moins chère que les autres pays européens. C'est absolument indispensable. Et je pense qu'avec la loi NOM, il y a des possibles dérives. Et lorsqu'on apprend ici et là les augmentations, on peut être craintif quant à l'avenir et ces augmentations. Je dis ça par rapport aux électro-intensifs que nous avons visités dans le cadre de la mission industrie, qui sont très inquiets sur les suites de la loi NOM. Il est clair que ces électro-intensifs ne resteront pas chez nous, iront soit au Canada dans le meilleur des cas, mais au pire en Chine, où il y aura de l'électricité faite par le charbon, si on augmente le prix de l'électricité de façon qui ne soit pas raisonnable. Alors, cette question d'énergie moins chère est une question capitale. Ça fait partie de l'attractivité du sol français. La deuxième chose, Monsieur le Président, vous avez parlé d'une stratégie internationale pertinente, elle est importante. En aucun cas, elle doit s'apparenter à des aventures internationales, parce qu'on sait très bien que dans ces cas-là, ce sont les contribuables et surtout les usagers qui font les frais de ces aventures internationales. Il ne faut jamais oublier que si on a une énergie moins chère, c'est parce que les usagers ont déjà payé les centrales. Et cette énergie pas chère, elle a été payée en grande partie par les Français. Troisième point, et ça je voudrais bien avoir votre avis là-dessus, Monsieur le Président, concernant les relations d'EDF avec la filière photovoltaïque, filière solaire française. Moi, je suis impressionné, parfois, d'aller à des inaugurations, pas loin de chez moi, par exemple, où je suis maire, un parking complètement recouvert de photovoltaïque, avec une production importante, mais réalisé avec des capteurs chinois de première génération, qui ont une empreinte carbone extrêmement élevée. Quand est-ce qu'EDF travaillera avec la filière française du solaire et du photovoltaïque? Je dis cela parce qu'il y a plusieurs entreprises chez nous qui ont investi très fort dans cette filière photovoltaïque et elles ont besoin d'un contrat de filière avec le grand donneur d'ordre qui est EDF. Alors, bien sûr, on sait très bien que ça passe par des appels d'offres, bien sûr. Mais dans ces appels d'offres, pourquoi nous ne mettons pas plus en exergue le bilan carbone de ces capteurs solaires? Et on sait très bien que la filière française est en train de travailler sur les troisième et quatrième générations de capteurs photovoltaïques. Quel est votre avis là-dessus? Et on aimerait que EDF donne un coup de pouce à la filière solaire française. Merci, mon cher collègue. Alain Fouché. Pardon, Monsieur le Président, quelques mots seulement. Et ensuite une question, je vais être très bref, vous savez, Monsieur le Président, je suis toujours bref. Simplement, non, ça commence bien. La loi NOM, je ne l'ai pas votée pour ma part, bien qu'étant de la majorité, j'ai voté contre. J'estimais que c'était un mauvais texte. On se réfugie d'être toujours derrière l'Europe pour tout changer. On va voir demain en commission des affaires économiques un texte sur l'urbanisme commercial. Le gouvernement est contre, c'est le texte Accoyer. Et on nous dit que à cause de l'Europe, et puis en fait l'Allemagne vient de faire exactement la même chose. Bon, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Bon, simplement ma question, elle concerne les énergies renouvelables. Bon, il y a un moratoire qui a été décidé par le gouvernement. Je voudrais avoir, je ne pense pas que vous l'ayez traité parce que je suis arrivé un petit peu en retard, votre vision sur la politique de financement des énergies renouvelables dans la durée. Voilà la seule question qui est courte.
Merci, mon cher collègue Michel Louel. Et après, Roland Courteau pour une petite question complémentaire. Oui, Monsieur le Président, ma question sera très courte et très brève. On sait que la consommation électrique dans le monde va doubler d'ici 2050. Donc il y a un bel avenir pour nous, pour toutes les entreprises françaises qui sont dans le nucléaire. Et les Français sont très fiers, très fiers du nucléaire, de leur nucléaire, de toutes les avancées qui ont été faites dans les différentes sociétés qui travaillent pour le nucléaire. Or, il s'avère que l'échec d'Abu Dhabi en a marqué profondément certains Français. Et moi-même, je vous en fais part, parce que j'étais tellement persuadé qu'on allait gagner le marché, que pour moi, il n'y avait pas de suspense. Or, on l'a perdu. Et je ne pense pas, personnellement, que ça soit à cause de l'EPR, mais que ça soit tout simplement à cause d'une mauvaise entente entre les différents acteurs qui avaient soumissionné pour Abu Dhabi. Alors, Monsieur le Président, ma question c'est celle-ci. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il est temps de faire un pôle international avec Areva, avec bien sûr vous, et puis d'autres preneurs, allons jusqu'à Total, jusqu'à Suez Environnement, jusqu'à Alstom, essayez, peut-être pas si loin, mais essayez tout au moins de faire un grand pôle international qui puisse intervenir et qui puisse être un interlocuteur d'envergure pour pouvoir gagner les marchés à venir. Merci, Michel. Roland Courteau pour une précision sur une question. Oui, une précision. Je vous ai posé une question, Monsieur le Président, et je crois que vous avez omis de répondre. Je vous disais que la presse annonçait que vous aviez l'intention d'affecter 50% de RTE aux actifs dédiés permettant de faire face aux coûts futurs du démantèlement des centrales nucléaires et le stockage des déchets radioactifs. Alors on me dit que l'opération aurait été bouclée aujourd'hui. Alors est-ce que c'est vrai? C'est une dépêche qui vient d'arriver là à l'instant. Cela signifie-t-il que l'on fait sortir la dette de RTE de celle d'EDF? Je me pose des questions. Alors peut-on avoir plus de précisions sur cette opération? Quelles conséquences pour RTE? Quelle garantie a-t-on qu'une telle affectation ne remettra pas en cause le caractère intégré du groupe avec une filiale à capitaux totalement publics? Merci, mon cher collègue. Monsieur le Président, vous me permettrez de vous poser une question, puisque quand vous êtes venu au mois de juin dernier, vous vous êtes fixé comme objectif de porter le taux de disponibilité des centrales nucléaires à 85% en 5 ans. Donc je lis un peu la presse. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques précisions pour savoir où vous en êtes aujourd'hui? Je vais essayer de ne pas oublier les réponses aux questions qui me sont posées. J'ai oublié les questions de M. Fortassin et je ne voudrais pas qu'il ait le sentiment que je n'y réponds pas, ni à son attaque sur Veolia Environnement, ni au sujet du FACÉ. Sur Veolia Environnement, rien n'est rentré dans l'ordre parce que rien n'a jamais été dans le désordre. J'ai, à la demande du Président de la République, accepté une mission. Je n'étais candidat à rien et par conséquent, je devais, et je l'avais dit devant la commission réunie, assumer une transition. Très difficile de quitter une entreprise qu'on a dirigée, qu'on a modestement et contribué à créer, et du jour au lendemain, choisir un successeur parmi les autres et quitter le navire sans se préoccuper de son avenir alors qu'il concerne 300 000 personnes simplement. Non. J'ai un autre sens de mon devoir et de mes responsabilités. Pardonnez-moi. J'ai donc souhaité assumer cette transition en termes, je dirais, de président non exécutif. Je ne pense pas que pendant l'année qui s'est écoulée, il m'ait été jamais reproché à EDF de ne pas consacrer mon énergie, mon temps et mes efforts à cette entreprise. Je n'ai pas entendu la moindre critique à cet égard. Ce qui ne m'a pas empêché d'être le président non exécutif de Veolia pendant le même temps, en ayant une fois de temps en temps une réunion avec les dirigeants de cette entreprise pour les guider dans les décisions essentielles ou stratégiques à prendre. J'ai transmis dimanche soir ma présidence au successeur que j'avais désigné comme directeur général dans une transition naturelle. Et donc je récuse totalement le terme de désordre ou le terme de baroque. Totalement. Et je m'opposerai avec la dernière énergie à toute allusion qui serait simplement de la mauvaise foi.
Vous avez parlé du FACÉ. Je suis navré, je n'étais pas non plus à cette réunion. Cette décision n'a pas été la mienne, c'est celle de l'administration française. Donc, j'assume bien des choses dans la vie, mais il ne m'a pas été pour l'instant encore confié le rôle de responsable de l'administration. Donc, là, franchement, ERDF est un opérateur responsable et digne de confiance, mais ne fait que respecter les règles qui lui sont imposées. Donc si les règles concernant le FACÉ changent, ça n'est pas la responsabilité de l'ERDF, qui n'est qu'opérateur, c'est l'administration française qui a pris une orientation que je n'ai pas l'audace de critiquer, ni même de conforter. Je dis simplement c'est une orientation de l'administration dont on peut discuter, mais ça n'est pas de mon ressort. Je ne l'ai pas inspiré. On me prête beaucoup de choses, mais je ne l'ai pas inspiré. Et je n'assume la responsabilité, au sens, j'espère, moral du terme. Bien sûr. Sur le sujet de RTE, là aussi, pardonnez-moi de ne pas avoir répondu à la question, j'ai oublié de le faire. RTE, alors le conseil qui s'est réuni ce matin, le conseil de EDF s'est réuni ce matin pour effectivement accepter l'opération. C'est-à-dire qu'elle est réalisée. Et donc 50% de RTE va être apporté au fonds dédié. Alors qu'est-ce que le fonds dédié ? EDF constitue, dans la perspective du démantèlement de ces centrales nucléaires, un fonds qui est doté d'à peu près de 2 milliards, 3 milliards par an en cash, qui est mis dans une tirelire destinée à financer les travaux de démantèlement qui interviendront à terme. Alors le terme risque d'être prolongé, puisque si nous prolongeons de 20 ans la durée de vie, nous ne toucherons à la cagnotte que dans 40 ans. Attendez, si je puis me permettre. Donc moi, j'ai deux obsessions dans la vie. La première, c'est de ne pas mettre dans une cagnotte dont on joue en perte de contrôle. Bon. Et deuxièmement, de me dire qu'après tout, comme la règle m'impose de ne pas être opérateur de RTE, puisque comme vous le savez, RTE, nous n'avons plus le droit, je n'ai plus le droit ni de désigner les organes de direction. J'ai un droit de proposition, mais pas de décision. Je n'ai aucun droit sur les investissements, évidemment aucun sur les tarifs. Je suis un actionnaire à 100%, un peu dormant, mais d'une société régulée, dont je suis propriétaire non opérateur. Et je me disais qu'au fond, le fait d'apporter une partie de ces capitaux qui ont un rendement garanti à un fonds qui a pour vocation de prévoir le démantèlement des centrales sans qu'on y touche pendant 40 ans n'était peut-être pas aussi stupide qu'il y paraît, et pas plus idiot que d'y mettre du cash que je vais emprunter sur le marché. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité mettre 50% du capital de RTE dans le fonds dédié, sachant que, parallèlement, je me suis engagé contractuellement à ne jamais vendre ces titres. Et si par extraordinaire, ces titres devaient être vendus, je m'oblige à les racheter, à les remplacer par du cash. Voilà. Donc c'est très clair. RTE continue à être filiale à 100% sous contrôle d'EDF. Une partie en direct, une partie au travers du fonds de démantèlement. C'est la décision qui a été prise et qui est une décision de bon sens. Donc il n'y a rien de changé sur la propriété d'RTE. Monsieur Fouché m'a posé... Oui, non, je regardais si je n'avais pas oublié de question préalable. Mais sur les énergies renouvelables... vaste sujet. La première des... non, mais le sujet est plus complexe qu'il n'y paraît. Parce que d'abord, la première des énergies renouvelables, c'est l'hydraulique. Et on aurait tort de l'oublier. EDF a construit sa réputation d'abord sur ses compétences hydroélectriques, et je pense qu'il est important de le rappeler et de le redire systématiquement. La première des énergies renouvelables en France, 15% de la production est une production hydroélectrique. Et je ne voudrais pas qu'on l'oublie. Ensuite, il y a les nouvelles énergies renouvelables, c'est-à-dire l'éolien, onshore et offshore, le photovoltaïque et toute autre forme d'énergie renouvelable, dans lesquelles on trouve la biomasse, dans lesquelles on trouve le waste to energy, etc., etc. C'est-à-dire des énergies réparties et aléatoires. Les deux, c'est-à-dire non centralisées et dont les rendements sont dont les
La production est aléatoire, parce que, en fonction du vent, du soleil, la capacité de production n'est pas garantie. C'est ça qui fait la particularité des énergies dites renouvelables de nouvelle génération. Donc la position d'EDF, elle est pragmatique. Nous en faisons. Et nous devons maîtriser les technologies et avoir une part d'énergie renouvelable dans notre potentiel énergétique. En tout cas, dans le monde sûrement, en France, un peu aussi. Bon. En même temps, le réalisme économique ne doit pas être occulté. Donc, clairement, les énergies renouvelables coûtent infiniment plus cher, beaucoup plus cher que l'énergie électronucléaire ou l'énergie hydraulique. Entre 2 à 3 fois pour l'éolien, 1,5 fois à 3 fois en fonction du fait qu'il s'agit de l'onshore ou de l'offshore, entre 10 et 20 fois en ce qui concerne le photovoltaïque. Et donc, le développement de ces énergies dites renouvelables creuse des déficits considérables à la charge en principe de l'État en fait d'EDF, puisque c'est couvert par la CSPE. Donc, le déficit de la CSPE est en train de s'agrandir de jour en jour. J'avais eu l'occasion de vous en dire un mot à une autre occasion. Donc la maîtrise de ces investissements me paraît nécessaire, car la France est aujourd'hui autonome, indépendante en matière énergétique, en tout cas en ce qui concerne l'énergie électrique. Le suréquipement ne serait pas forcément exceptionnellement positif pour le pays à partir du moment où le prix de revient de ces énergies sont supérieurs à leur prix de vente, et de loin s'il s'agit de pouvoir les exporter. Donc il faut garder raison et avoir à la fois une expertise et en même temps un développement qui soit rationnel et non pas débridé ou simplement un effet d'aubaine, de subvention et un effet de bulle. Donc pragmatisme, compétence et réalisme. Ça rejoint la question sur le photovoltaïque. Bien sûr que nous avons des équipes de recherche et de développement qui travaillent sur le photovoltaïque, et notamment sur le photovoltaïque de demain, pour savoir si un jour le photovoltaïque sera compétitif. Bon. Bien entendu, nous travaillons avec les acteurs français, notamment Saint-Gobain, qui a construit des usines. Il se trouve qu'ils ont construit une première usine en Allemagne et une deuxième actuellement en Asie. Et nous travaillons sur les R&D dans le domaine des technologies avec les grands acteurs, oui, et des petits d'ailleurs. Et en même temps, on ne peut pas attendre d'EDF, entreprise dans un domaine compétitif, entreprise efficace parce qu'elle doit l'être, entreprise au service de nos concitoyens, d'être, je dirais, le financeur des filières marginales, fussent-elles d'origine locale. Donc, oui au pragmatisme, oui à la compétence, oui à l'énergie sous toutes ses formes, mais avec un souci d'efficacité qui sied à n'importe quelle entreprise, y compris la nôtre. Monsieur Well, oui, je crois au nucléaire, je crois à la filière française, je crois, mais je me suis exprimé. Abu Dhabi, l'échec d'Abu Dhabi, alors EDF n'y est pas pour grand-chose. Je suis arrivé le 25 novembre, encore une fois, 2009. EDF n'était pas dans le tour de table. On m'a demandé de m'y associer. La remise des plis était le 10 décembre. Donc vous voyez, j'ai rejoint le peloton le 2 décembre, anniversaire d'Austerlitz, pour une remise des plis 8 jours plus tard. On ne peut pas en 8 jours rattraper le retard pris pendant 2 ans, puisque c'était depuis 2 ans que l'appel a été lancé. Donc j'ai essayé d'apporter quelques correctifs, mais un peu tardifs. Donc je n'aurais pas la cruauté d'expliquer mon point de vue sur cet échec. Ce serait abusif, ça manquerait d'élégance. Mais ça me convainc du fait que la filière française mérite mieux que cela. Et une organisation, et je rejoins le rapport Roussely, donc dont acte. Bon. Voilà à peu près, je crois. Alors sur le taux de disponibilité, il y a plusieurs sujets. Il y a le sujet de la disponibilité et de l'efficacité du parc nucléaire existant. Le parc nucléaire existant, les 58 réacteurs existants, qu'est-ce qu'on appelle le taux de disponibilité? C'est le taux moyen d'utilisation du parc.
Et puis il y a la production nucléaire issue du parc. Cette année, le taux de disponibilité s'améliorera légèrement par rapport à l'année précédente. En même temps, la production du parc électronucléaire on notera une progression de entre 5 et 7%. J'attends les résultats définitifs et ce sera probablement la première année dans l'histoire d'EDF où les 58 réacteurs seront opérationnels au moment des grands froids de Noël. Bon. J'aurai l'occasion d'y revenir, j'espère, si rien ne me dément d'ici là, parce que c'est une vraie prouesse technique. Ça veut dire que la production électronucléaire s'est fortement améliorée en un an, sans que pour autant le taux de disponibilité se soit formidablement, parce que c'est un taux moyen annuel, et que on a intérêt à faire les arrêts de tranche au moment où elles sont le moins utiles, c'est-à-dire pendant les périodes creuses ou pas les périodes de pointe, c'est-à-dire l'été ou l'automne, plutôt que l'hiver. Alors si on veut optimiser le taux de disponibilité, on peut très bien le faire, au détriment de la production nucléaire. On peut très bien avoir un taux de disponibilité moyen annuel qui s'améliorera fortement alors que la production ne s'améliorera pas ou baissera. Ça dépend du moment où on fait les arrêts de tranche. Il vaut mieux avoir les tranches en opération au moment où on en a besoin, plutôt que les avoir en moyenne annuelle. Donc oui, on atteindra 85% de taux de disponibilité à l'horizon des 5 ans qui viennent. Oui, on améliorera ce taux de disponibilité malgré les arrêts supplémentaires nécessaires à l'extension de la durée de vie des centrales. Il faut bien voir qu'actuellement, on rentre dans la phase où on va essayer d'obtenir les 20 ans d'extension de durée de vie. C'est le meilleur investissement qui aura jamais été réalisé par EDF, mais ça veut dire qu'il faudra faire des arrêts plus longs et programmés. Et donc l'amélioration de taux de disponibilité, malgré cela, représente des prouesses techniques extrêmement difficiles à réaliser. Et je suis très reconnaissant à l'équipe sous la responsabilité d'Hervé Macheneau, d'avoir déjà amorcé cette première réorganisation qui permet dès aujourd'hui de constater une amélioration de la production, malgré des arrêts qui sont plus importants que ceux qu'on a traditionnellement, pour préparer justement les extensions de durée de vie. Donc voilà le chantier qui est en cours, il est en bonne voie, rien n'est parfait, mais l'outil est en bon état de marche, et l'histoire le prouvera. Bien, Monsieur le Président, merci de nous avoir consacré 2 heures à cette audition. On a des collègues qui ont dû partir en séance. Je crois que c'est une audition qui était très intéressante, qui a permis quand même d'apporter beaucoup de réponses à ce que les sénateurs aux questions que les sénateurs peuvent se poser. Je pense que nous aurons l'occasion d'avoir d'autres auditions. Je voudrais remercier la presse aussi, qui est très nombreuse ici et qui vous a entendu vraisemblablement pour réparer peut-être certaines interprétations. En tout cas, merci infiniment, Monsieur le Président. Merci, Mesdames et Messieurs les sénateurs, d'abord de votre présence et de votre soutien. Merci infiniment. Vous venez de suivre l'audition d'Henri Proglio sur l'avenir du nucléaire français et sur la mise en œuvre de la loi NOM sur la nouvelle organisation du marché de l'électricité. Prochain rendez-vous à 16h30 pour la loi de finances rectificative. Bien sûr, vous pouvez toujours retrouver toutes les auditions et les séances en VOD sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée.